Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la barre des 1000 morts d'Ebola franchie en RDC. En Ituri, épicentre de l'épidémie, 2 essais cliniques ouvrent toutefois une piste encourageante. Pendant ce temps, l'agence sanitaire de l'Union africaine appelle les États-Unis à lever les sanctions de voyage, les restrictions qu'elle juge inefficaces contre la propagation du virus. À la une aussi, cette vague de chaleur sans précédent qui touche l'Afrique du Nord. Le Maghreb lutte depuis 10 jours contre des feux de forêt particulièrement violents avec des températures extrêmes et des vents élevés qui rendent la situation difficile à maîtriser. J-100 avant les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar, le premier événement olympique de l'histoire organisé sur le continent africain. Nous irons sur place voir si les installations sont prêtes à recevoir les athlètes. Éléments de réponse à suivre. On ouvre ce journal par cette inquiétante étape franchie dans l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale. Plus de 1000 morts sont désormais recensés en République démocratique du Congo, selon le dernier bilan de l'OMS. En Ituri, épicentre de l'épidémie, 2 essais cliniques nourrissent toutefois l'espoir de freiner la propagation du virus. Dans le même temps, l'Africa CDC appelle les États-Unis à lever leurs restrictions de voyage, estimant qu'elles sont contre-productives dans la lutte contre l'épidémie. Olivier Fessol. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la lutte contre Ebola peine à suivre le rythme de la contagion. Plus de 2500 cas ont été détectés depuis la mi-mai, mais l'Organisation mondiale de la santé craint que l'ampleur réelle ne soit 2 à 4 fois supérieure aux chiffres officiels. C'est la propagation la plus rapide jamais recensée pour ce virus. La méfiance de la population envers le corps médical complique le travail des autorités de santé. Nombre de personnes infectées évitent de se rendre dans les centres de soins au risque de contaminer leurs proches. Des rumeurs affirment par exemple que les médecins tuent les patients ou que la maladie n'existe pas. Malheureusement, la désinformation se propage plus rapidement que les informations véridiques. Cela signifie pour nous qu'en termes de confiance de la population, nous devons redoubler d'efforts pour dialoguer avec elle. Il n'existe actuellement aucun vaccin disponible contre la souche Bundibugyo, responsable de cette 17e flambée d'Ebola dans le pays. Moins de la moitié des 115 millions de dollars demandés par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre l'épidémie ont été réunis. Le conflit qui oppose le gouvernement aux groupes rebelles dans la région facilite également la propagation de la maladie et complique le travail des soignants. Des professionnels de santé exténués qui pour beaucoup n'ont pas reçu de salaire depuis des mois et menacent de faire grève. La menace d'une grève est très préoccupante. Si certaines équipes, comme les équipes de surveillance, ne travaillent pas, cela signifie qu'il sera impossible d'endiguer l'épidémie. Résultat de cette défaillance de l'État, moins de 9% des cas contacts sont tracés et mis à l'isolement. Les chercheurs estiment que la flambée actuelle d'Ebola pourrait atteindre l'ampleur de l'épidémie qui avait sévi de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest. Elle avait alors fait plus de 11 000 morts. L'Afrique du Nord confrontée à une vague de chaleur dangereuse et sans précédent avec des températures atteignant les 49 degrés. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie luttent depuis 10 jours contre des centaines de feux de forêt. Les températures extrêmes et les vents élevés rendent la situation difficile à maîtriser. Le récit d'Emily Boyle. De la fumée et des flammes, des scènes aujourd'hui trop fréquentes dans le nord de l'Algérie, où la chaleur extrême a réduit des forêts entières en cendres. À l'aide d'une branche, ce bénévole tente de ralentir la progression du brasier. Nous encerclons l'incendie pour l'empêcher de se propager vers les zones résidentielles. J'appelle les habitants de la ville de Sour El Ghoslan à nous soutenir dans la lutte contre les flammes. Main dans la main, l'Algérie passe avant tout. Des centaines d'habitants ont déjà été évacués alors que de multiples feux de forêt ravagent le paysage algérien et que les températures dépassent régulièrement les 48 degrés. Les pompiers se battent contre les vents et la chaleur pour tenter de maîtriser l'incendie. L'incendie s'est déclaré dans la matinée et n'était pas très étendu. Actuellement, des vents violents favorisaient sa propagation. Nous avons réussi à l'empêcher de s'étendre davantage et nous sommes rapidement intervenus pour l'empêcher d'atteindre un village voisin. Plus de 1400 départs de feu ont été enregistrés depuis début juillet et 6 personnes sont décédées. Mais ces scènes ne se limitent pas à l'Algérie. Le Maroc connaît le même sort.
Les services d'urgence sont parvenus à maîtriser cet incendie dans la forêt de Nador, au nord-est du pays. 310 incendies ont été recensés au Maroc depuis le début de l'année et on estime que 1850 hectares de terre ont été détruits. La côte tunisienne est elle aussi marquée par des forêts calcinées. Ces chaleurs extrêmes ont aussi entraîné des coupures d'électricité, ce qui accroît la frustration dans le pays, alors que les habitants tentent de tenir face à cette canicule meurtrière. On passe à la vague d'indignation qui secoue la Guinée et ses réseaux sociaux, notamment après la diffusion d'une vidéo montrant le viol collectif présumé d'une jeune fille mineure. Face à l'émotion suscitée par cette affaire, des activistes ont lancé ce jeudi une campagne numérique baptisée Jeudi Noir pour briser le silence afin de dénoncer les violences sexuelles dans le pays. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Porte du noir pour dire non aux violences sexuelles. C'est le mot d'ordre de cette campagne Jeudi Noir pour briser le silence. Sur Facebook, X, Instagram et d'autres plateformes, les initiateurs invitent les citoyens à revêtir un t-shirt ou une tenue noire en signe de soutien aux victimes, de solidarité envers les survivantes et de rejet de toute forme de violence sexuelle. Cette mobilisation intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant le viol collectif présumé d'une jeune fille mineure. Les images largement diffusées ont suscité une vive émotion au sein de l'opinion publique et relancé le débat sur la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. À travers cette initiative, nous interpellons l'État ou les autorités à renforcer des initiatives contre les violeurs, mais aussi c'est un message que nous renvoyons aux victimes. Une façon de leur dire que nous leur soutenons et nous comprenons leur peine. Nous voulons également qu'il y ait l'adoption d'une loi pour la castration ou pour la mort, la prison à perpétuité pour des viols qui peuvent mener à la mort. Au-delà de la mobilisation sur les réseaux sociaux, les initiateurs espèrent que ce Jeudi Noir marquera un tournant dans la prise de conscience collective et contribuera à faire des violences sexuelles une priorité de l'action publique en République de Guinée. Akua Dante, un nom qui est devenu au Ghana un symbole d'une violence qui touche principalement les femmes âgées, souvent pauvres et isolées. Là-bas, accuser une personne de sorcellerie peut encore aujourd'hui conduire à la mort, au bannissement ou à l'exil. Malgré l'émotion provoquée par son assassinat en 2020, la réponse politique reste incomplète. La loi adoptée par le Parlement pour criminaliser ces accusations n'a jamais été promulguée. Pour en parler, nous recevons Abibatou Gologo. Elle est directrice régionale adjointe en charge des campagnes au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Merci à vous d'être dans ce journal de l'Afrique. L'affaire Akua Dante avait provoqué une immense vague d'émotions en 2020. 6 ans plus tard, pourquoi est-elle toujours aussi emblématique pour Amnesty International ? Merci beaucoup et merci pour cette opportunité. Effectivement, aujourd'hui 23 juillet marque le 6e anniversaire du lynchage de Akua Dante. Et malheureusement, comme vous l'avez aussi si bien évoqué, c'est parce que en 2020, quand elle a été tuée, il y a eu une vague d'émotions dans le pays parce que ça avait été filmé, ça avait été diffusé. Cela avait permis, et pour la première fois, de pouvoir identifier des personnes qui ont été ensuite emprisonnées et même condamnées à 12 ans de prison en 2023. Et la même année, une loi avait été adoptée par le Parlement. Malheureusement, le président sortant ne l'a pas promulguée parce qu'il disait que c'était une initiative parlementaire et qu'il fallait que ce soit porté par le gouvernement. Ce que nous voulons, et pourquoi vraiment c'est délicat, c'est que cette loi puisse enfin non seulement être encore portée devant le Parlement, bien sûr les autorités, et qu'elle soit promulguée enfin pour que ces femmes puissent être protégées, parce que c'est une très très grave violation des droits humains pour elles, et voilà, et c'est difficile aussi, elles vivent des situations très très difficiles dans des camps. Parlez-nous des conséquences concrètes du fait que cette loi ne soit toujours pas entrée en vigueur au Ghana. Quelles sont les conséquences pour les femmes ? Là, en général, ce sont les femmes qui sont accusées. Et ce sont des femmes qui sont d'un certain âge, donc assez âgées, entre 50. Et Akua Dante, dont on a parlé, avait même 90 ans. Donc, ce sont des femmes âgées et parfois, c'est juste un rêve.
quelqu'un dans le voisinage ou dans l'entourage rêve, ou bien quelqu'un est jaloux, ou bien dans la famille, quelqu'un meurt, ou à côté, quelqu'un meurt, ou quelqu'un est malade, on dit immédiatement, ah, c'est elle. Donc, ce sont des accusations qui viennent souvent de rien, juste une perception. Ensuite, lorsque ça vient, malheureusement, Akwadente est un des cas vraiment extrêmes, mais les femmes sont bannies de leur communauté. Et comme elles sont déjà âgées, elles sont coupées de leur famille. Et cela se passe dans le nord du Ghana. Et nos équipes avaient pu visiter 4 camps. Et dans ces camps aussi, c'est assez régi. Actuellement, c'est la saison des pluies au Ghana. Les femmes se retrouvent dans des abris, je pourrais dire, qui laissent passer l'eau de pluie. Il n'y a pas d'eau et souvent aussi les conséquences sont sur la famille parce qu'elles n'ont pas de quoi vivre, elles n'ont pas à manger non plus et souvent on prend quelqu'un de la famille, pour les femmes en général, une fille, une petite fille, qu'on amène avec elle pour les aider justement dans les travaux. Et vous voyez la double sanction par rapport à cette famille, c'est que déjà elle est privée d'une aïeule dont la sagesse peut aider à faire grandir la famille et aussi d'une enfant qui est privée de scolarité parce qu'elle doit aider sa grand-mère à porter l'eau ou aller chercher du bois. Et les conditions difficiles aussi, comme je l'ai dit, c'est qu'elles n'ont pas à manger. Et souvent, les femmes sont contraintes à mendier, donc elles dépendent d'autres femmes qui, malheureusement, elles aussi n'ont pas les moyens. C'est pourquoi il est très important que la loi soit adoptée pour arrêter cette stigmatisation. Alors, on comprend bien que les camps où elles sont, on va dire, mises ne sont pas non plus des solutions. Mais au-delà de l'adoption de la loi, quelles mesures le gouvernement ghanéen devrait-il prendre pour mettre fin à ces violences qui sont insoutenables, On a vu évidemment le cas, au-delà du cas de Akwadente, qui en est morte. Quelles sont les solutions? Oui, d'accord. Nous, à Amnesty International, nous avons lancé une grande campagne justement l'année dernière qui continue, intitulée « Je ne suis pas une sorcière ». C'est pour sensibiliser. Donc, la sensibilisation, déjà, c'est quelque chose de très bien et c'est de montrer aux gens que des accusations gratuites ne devraient pas être portées sur des femmes ou des personnes âgées parce que ça viole leurs droits. Et la réintégration aussi, bien sûr, ce serait bien que ces femmes qui sont isolées, ces personnes victimes de ces accusations puissent revenir dans leur famille, mais il faut aussi des conditions pour cela parce que certaines ont peur, certaines que nos équipes ont rencontrées ont dit « Ah, si je repars, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ou bien « Je n'ai plus l'habitude, j'ai toujours peur. » Donc, il faut mettre en place des moyens de réinsertion de ces personnes qui ont été victimes ou accusées de sorcellerie. Et ensuite, autre chose aussi, c'est qu'il faudra peut-être réparer parce qu'elles ont subi de très, très gros préjudices. Et parmi ces femmes, justement, il y a des femmes, j'ai parlé des femmes assez âgées, des femmes vivant avec handicap, mais aussi des femmes qui ne répondent pas aux stéréotypes, qui ont déjà une assise financière et qui, par jalousie, sont enlevées de leur milieu. Donc, il faut aussi réparer pour ces femmes-là. Et leur accorder aussi, et ça aussi, c'est très important. Ceux qui n'ont pas de droit dans les camps, c'est la santé. Et ça aussi, c'est très, très important. Merci beaucoup, Abibatou Gologo. Je rappelle que vous êtes directrice régionale justement pour Amnesty International. Et on entend que cette affaire dépasse le seul cas du Ghana. D'autres pays en Afrique subissent également ces accusations. On en parlera à nouveau, évidemment, dans le Journal d'Afrique. Merci beaucoup à vous. Et nous sommes officiellement à 100 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar, le premier événement olympique de l'histoire organisé sur le continent africain. À 100 jours de l'événement, les chantiers engagés par le Sénégal pour accueillir le monde seront-ils prêts? La correspondance à Dakar d'Eline Mandao. Nous avons fait valider avec les fédérations internationales tous les sites, tous les circuits et engagé des épreuves tests. Et nous allons, dans les prochaines semaines, engager les dernières opérations de test à la fois du sport et des services liés à la livraison et surtout les sites. Ce sera notamment sur les prochains sites qui vont être livrés, Iba Mar Diop et la piscine olympique. Nous proposons une autre manière de faire des jeux, moins de béton, plus de sens, moins de show-off, plus de partage et surtout nous proposons notre jeunesse. Voilà, c'est ainsi que nous refermons le Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Bunia
à Dakar, en passant par Conakry. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.